Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission de Santé Oxygène, le MAC de la Santé, le magazine de la santé vérité. Alors la dernière fois, nous avons traité un sujet lourd, le traitement du cancer. Nous étions déjà avec Nicole Delépine que vous connaissez. Cette fois, nous revenons pour un sujet grave également, la vaccination. Aujourd'hui, jour de l'enregistrement, nous sommes le 3 juin, c'est justement la journée mondiale des victimes des vaccins. Donc nous avons justement voulu traiter ce sujet également parce que au début de l'année, un couple a été condamné à 2 mois de sursis pour avoir refusé de vacciner ses enfants. Par ailleurs, on va s'interroger également sur l'ouverture possible et lancée prétendument par Marisol Touraine, le ministre de la Santé, quant à l'obligation vaccinale en France. Alors pour toucher tous ces sujets, avec moi, maître Emmanuel Ludo. Bonsoir monsieur, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Reims et vous traitez également des dossiers sur les victimes du méningitec. Absolument. Également avec moi Serge Rader, que nous avons déjà reçu. Serge Rader, vous êtes pharmacien en retraite, il me semble? Non. Pas encore. Pas encore. Donc vous continuez. On ne veut pas de moi dans les institutions sanitaires par les paroles de vérité que je porte. Donc je continue ce combat et notamment ce combat qui concerne toutes les familles des vaccins et leurs effets secondaires dont les autorités ne parlent jamais. Donc on y reviendra, mais c'est intéressant puisque vous êtes pharmacien et vous avez vendu des vaccins. J'ai vendu des vaccins toute ma vie sans m'interroger. Alors, on va d'abord commencer, une fois n'est pas coutume, c'est pas comme ça qu'on avait procédé la dernière fois, mais tout d'abord, on va commencer par l'actu de la santé. Alors pour commencer, aujourd'hui on va revenir sur un sujet que nous avions déjà évoqué la semaine dernière, le glyphosate. La Commission européenne a beaucoup de difficultés finalement à statuer sur le glyphosate, réautorisation, interdiction. Les agences sanitaires également ne parviennent pas à se mettre d'accord. On a l'impression visiblement que c'est un tiraillement permanent entre les lobbies, je pense qu'on peut bien le dire, au sein du Parlement européen, qui bien évidemment, par le biais des firmes qu'on connaît bien, Monsanto, tentent par tous les moyens de conserver l'autorisation de leurs produits, donc du glyphosate qui est contenu, il faut le rappeler, dans le pesticide intitulé Roundup. Alors je ne sais pas si vous aviez éventuellement des commentaires à faire sur ce sujet, qui est un sujet quand même assez intéressant, puisque le glyphosate, on a considéré que plusieurs analyses, en tout cas, ont considéré qu'il y avait des effets de perturbateurs endocriniens et peut-être même d'autres effets cancérogènes, même si l'OMS a revu, il me semble, il y a quelques semaines, son diagnostic à ce sujet. Donc je ne sais pas, Nicole, vous voulez peut-être évoquer quelque chose? On va dire que les pesticides ne sont pas cancérigènes, il faut déjà quand même oser. Deuxièmement, apparemment, il y a un vote dans 3-4 jours, à nouveau à la Commission européenne, et donc il y a apparemment encore une pétition qui circule pour que les gens en Europe se manifestent pour que ce vote ne soit pas favorable à la poursuite 18 mois encore du glyphosate. Pour le moment, ils évoquent effectivement la possibilité d'un sursis de 18 mois voilà, pour continuer donc on peut encore essayer d'obtenir... Alors l'argument, pour préciser, pour clore cette première info de l'actu, l'argument qui est évoqué à plusieurs reprises, c'est la crise des agriculteurs et la suspicion que l'arrêt de l'autorisation du glyphosate engendrerait encore une aggravation de cette crise des agriculteurs. Mais on peut évidemment se poser la question de savoir si, pour aider les agriculteurs, il faut continuer à les laisser utiliser des produits visiblement nocifs. Alors le deuxième sujet qui est intéressant, qui n'a rien à voir avec la chimie, qui a cette fois à voir plutôt avec le ministère de la Santé en tant que tel, les données personnelles de santé des patients devraient désormais être communiquées aux organismes au but lucratif. Donc j'ai bien dit lucratif, pas aux organismes à but non lucratif, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance pourront tout à fait avoir ces données et également les laboratoires pharmaceutiques. Alors vous, maître Ludo, vous avez peut-être un commentaire à faire là-dessus. J'en ai deux des commentaires. Le premier, c'est de dire que c'est un faux problème, c'est une hypocrisie notoire, dans la mesure où les compagnies d'assurance ont déjà nos données personnelles. Puisqu'elles ont accès aux fichiers des mutuelles, il y a effectivement un brassage d'informations entre les mutuelles et les compagnies d'assurance. Et lorsque vous demandez un emprunt à votre banque et qu'on exige un questionnaire de santé, la compagnie d'assurance qui va assurer ce prêt au titre du décès d'invalidité connaît les informations. Et bien évidemment, ces fichiers sont maintenant, effectivement, circulent, et surtout avec Internet, ils circulent sans aucune difficulté. Le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on nous prépare déjà psychologiquement à la privatisation totale du système de remboursement. C'est-à-dire qu'on va diminuer
l'influence des caisses d'assurance maladie pour donner une priorité à un quasi-monopole aux mutuelles qui vont maintenant être dans le giron des compagnies d'assurance. On prépare l'arrivée des compagnies d'assurance pour le financement effectivement de la couverture sociale. Voilà. Alors là, on a vu quand même que ça allait encore plus loin que les assurances, puisque les laboratoires pourraient tout à fait prétendre pour obtenir ces données. Alors évidemment, pour nuancer tout ça, il faut quand même rappeler qu'il est prévu de mettre en place plusieurs comités d'éthique, également un aval de la CNIL. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, je vous entends pouffer. Néanmoins, tout ça est prévu visiblement par la loi. Mais on se pose quand même une question, c'est l'enfumage pour faire avaler la pilule aux citoyens. En tous les cas, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on se rappelle des déclarations de Marisol Touraine quand elle a présenté sa loi, où elle réclamait un droit à l'oubli pour les patients. Derrière ça, vous avez le projet mondial de Google, qui va prendre le contrôle de notre santé avec les laboratoires. C'est-à-dire que ça sera le téléphone portable avec l'application Google, l'intelligence artificielle de Google, qui va commander effectivement notre médecin, notre médicament. Et effectivement, en fait, c'est un rassemblement général de données pour que la mondialisation du système de santé, la privatisation du système de santé, qui va devenir totalement mercantile à partir de notre simple téléphone portable. C'est ça le projet. C'est ça, Google, la volonté de Google, et c'est à nous, citoyens, de s'y opposer fermement. Mais pour ça, il faudrait qu'effectivement les citoyens prennent conscience. Et soient informés. Soient informés, mais on essaie de les informer, mais ils ne veulent pas tellement entendre, parce que quand même, on s'est quand même beaucoup battu contre ce projet, effectivement, de données de santé ouvertes, et en faisant croire que ça va améliorer quoi que ce soit dans la santé des individus, ce qui est évidemment faux. Ce n'est que, effectivement, pour le projet Google, qui est encore plus large que les données de santé actuelles. Il n'y a aucune sécurité à partir du moment où nos données sont dans les ordinateurs des médecins, qui vont être obligés de les passer à les caisses d'assurance maladie, aux mutuelles, etc., pour que le médecin soit payé, le patient remboursé. C'est une catastrophe absolue, puisque ça atteint un des fondements majeurs de la pratique médicale, qui est le secret médical. Sans secret médical et sans colloque singulier, mais on va peut-être y revenir, il n'y a pas de médecine. Or, effectivement, cette technique qui devrait remplacer la médecine d'Hippocrate est une catastrophe absolue. Je pense que les gens qui sont atteints par des maladies graves commencent à se rendre compte. Malheureusement ou heureusement, c'est pas le cas de tous les citoyens, et ils ne s'intéressent qu'au moment où ça va très très mal et qu'ils se rendent compte que ils ne sont plus qu'un objet soigné par un robot. Et encore, il y a encore un robot sous forme d'humain, mais après, il n'y en a même plus besoin. C'est-à-dire peut-être une des raisons pour lesquelles les déserts médicaux ont sûrement été tout à fait organisés. Il faut pas prendre nos gouvernants et nos bureaucrates pour des imbéciles. Ils ont organisé un système bien conçu pour effectivement faire disparaître le médecin en tant que décideur et nous soumettre à la volonté Alors on va Google. On va pas passer trop de temps sur ce sujet, parce qu'il y a un troisième point que vous voulez évoquer encore plus en profondeur, Nicole. Pour le dernier point, je vais revenir sur les propos, encore une fois, de notre fameuse ministre de la Santé, Marisol Touraine. Elle a expliqué le 25 mai dernier: aujourd'hui, je décide l'accès universel au traitement de l'hépatite B. Le recours à ce traitement, comme à tout traitement, ne doit dépendre que du choix du patient, éclairé par son médecin dans le cadre de leur colloque singulier. Alors visiblement, elle a piqué la 4e de couverture de votre livre, Nicole. Et d'autres, oui. Écoutez, oui, mais en tout cas, c'est assez merveilleux, puisque je pense que les patients et probablement nos avocats pourront s'en servir, puisque Marisol Touraine décrète le 25 mai que l'accès au Solvadi, c'est-à-dire le médicament contre l'hépatite C, dont elle affirme qu'il est indispensable pour tout le monde, etc., c'est quand même très très discuté, et puis c'est pas sans effet secondaire, donc ça c'est un autre sujet qu'on pourrait débattre dans une émission entière. Mais à cette occasion, elle dit, et c'est extraordinaire, elle dit effectivement, mais ce sera que sur l'avis du médecin du patient, éclairé par son médecin traitant dans le cadre d'un colloque singulier. Mais c'est merveilleux. Elle réaffirme dans un discours qui est sur son site internet qu'il faut le colloque singulier. J'imagine que toutes les fois où le médecin n'aura pas donné le malade n'aura pas donné son accord après que le médecin lui ait expliqué que tel ou tel médicament ou tel vaccin a ces risques-là, elle ne pourra plus obliger par un acte juridique le patient le parent par exemple de traiter son enfant par un essai thérapeutique qu'il ne souhaiterait pas, ou le parent d'injecter un vaccin qu'il ne souhaiterait pas. C'est, sur le plan juridique, me semble-t-il, complètement incompatible. Le colloque singulier, le consentement éclairé vrai,
qui est effectivement un impératif complet dans le cadre de toute notre législation depuis 70 ans, puisque le Code de Nuremberg, après les procès des médecins nazis, a bien établi les règles, effectivement, qui font que chaque patient ne doit être soigné que pour son intérêt individuel, qui doit toujours primer sur l'intérêt collectif. Et ce Code de Nuremberg, établi en 1947 par les autorités mondiales, en général, a été revalidé, répété, redit à tout le monde par l'Association médicale mondiale, l'AMM, dans des colloques qui ont lieu tous les 2-3 ans, dont le dernier, je crois, a eu lieu à Moscou en 2015. Et à chaque fois, on répète consentement éclairé, obligation, et on dit faites attention, le début de la violation du Code de Nuremberg, ça peut aller très vite. C'est effectivement imposer des vaccinations. Je dirai encore un mot et après je me tairai. Le professeur de droit Marie Hollande, sans E, à New York, a devant la tribune des Nations Unies bien réexpliqué que justement, puisqu'on va arriver au vaccin, que l'obligation vaccinale est un problème majeur puisqu'elle s'oppose complètement au Code de Nuremberg et qu'effectivement elle est une première attaque, un premier coup de couteau dans l'application du consentement éclairé du Code de Nuremberg, et c'est gravissime, et elle a vraiment, c'est très très intéressant. Marie Hollande, vous trouverez ça aussi sur Internet, son discours à la tribune des Nations Unies le 4 mai 2016, je crois. Alors justement, on va passer au sujet mais qui ça nous reste intéresse. quand même un effet de tribune. Je rappelle quand même les chiffres, même si on va vers une baisse des prix avec les concurrents qui arrivent, pour le traitement notamment du Sofosbuvir à 41 000 €, c'est-à-dire à 488 € le comprimé. Donc le traitement pour l'hépatite C qu'on vient d'évoquer. Absolument. 2014, 650 millions. Ça veut dire qu'on a soigné moins de 15 000 personnes. On estime, et encore récemment j'ai vu des chiffres hallucinants à 500 000, moi j'étais resté à 200 000 malades, je ne vois pas comment on pourrait traiter tout le monde dans ces conditions. C'est pour ça probablement qu'elle a un petit peu restreint. Non, nous sommes à 10 mois des élections, donc il n'y a pas trop de conséquences. Elle avait aussi promis d'étudier le problème de l'aluminium des vaccins, et depuis qu'elle est en responsabilité, on ne l'a jamais vu. Au sujet du jour, la vaccination, radiographie de la santé. Alors justement aujourd'hui, le sujet qui nous occupe, c'est la vaccination, on l'a bien compris. C'est un sujet qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Alors il y a plusieurs données, tout est très complexe évidemment, il y a plusieurs données qui vont nous intéresser très précisément. Mais la première, celle qui nous intéresse dans un premier temps, c'est celle que vous avez déjà commencé à évoquer, Nicole, vis-à-vis du Code de Nuremberg et du consentement éclairé du patient. Comment peut-on aujourd'hui continuer à rendre obligatoire un acte de santé quand on sait qu'on doit respecter le Code de Nuremberg? Est-ce qu'il y a une opposition entre les deux concepts, ou est-ce qu'on peut comprendre, selon d'autres arguments, que cette obligation vaccinale perdure en France en 2016? Écoutez, pour moi, le sujet essentiel qu'on va traiter aujourd'hui, effectivement, n'est pas la position de dire on est pour ou contre les vaccins. Il faut absolument que chaque citoyen, chaque homme de ce pays, se rende compte que la liberté de soigner, c'est quand même capital, et qu'il n'y a aucune raison que certains médicaments échappent à cette notion de liberté de choix des parents ou des adultes pour ce qui les concerne. Donc effectivement, il me semble que l'objectif essentiel de notre combat, en tout cas, c'est de dire, il faut que les gens soient informés, évidemment, mais une fois informés, il faut qu'ils, de toute façon, ils aient le choix, même si on leur montrait qu'à 150%, ça serait mieux pour eux de le faire. S'ils ne veulent pas, ils doivent pouvoir garder le choix de ne pas le faire. Et franchement, mettre des gens en prison ou devant les tribunaux pour imposer des vaccins qui, par ailleurs, n'ont pas d'intérêt, on y reviendra, et vous y reviendrez, mais indépendamment, même s'ils avaient un intérêt fantastique, c'est invraisemblable qu'on puisse imposer ça. Donc liberté de soigner, liberté de choix, et effectivement, c'est la loi dans nos pays, c'est le Code de Nuremberg, c'est dans le choix dans tous les pays dits civilisés qui ont signé le Code de Nuremberg. Donc on rappelle, en France, 3 vaccins sont obligatoires, le DTP, donc diphtérie, tétanos, poliomyélite, dans l'Union européenne, qui est pourtant propice pour uniformiser toutes les normes, il y a clairement des grandes différences entre les pays. Évidemment, l'Europe fait défaut. Mais je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. 2005, 8% de la population doute des vaccins et de leur nécessité. Parce que la question à poser, c'est sont-ils utiles? Sont-ils efficaces?
et surtout sont-ils sûrs? On y reviendra tout à l'heure. Mais donc 8% en 2005. En 2010, c'est-à-dire il y a 5 ans, on est passé à 38% et aujourd'hui on dépasse les 60%. Et parmi le corps médical, chez les médecins, on est aussi à 58% des médecins qui se posent la question de l'utilité des vaccins, notamment du calendrier vaccinal complètement hallucinant du nourrisson aujourd'hui par rapport aux années 50, qui étaient des années où il y avait un peu plus d'infections qu'aujourd'hui. Donc là, vous sous-entendez en fait qu'on vaccine les enfants trop tôt. Non seulement on les vaccine trop tôt, mais on vaccine avec des polyvalents, enfin des bombes atomiques chez des nourrissons qui n'ont pas non seulement un système immunitaire mature, mais qui en plus font pendant 12 à 18 mois une hypogamma-globulinamémie qui fait que... Vous dites trop, mais on comprend difficilement puisque seul le DTP est obligatoire. Alors pourquoi on vaccine trop? Parce que justement, il y a une désinformation et on pousse les parents. Aujourd'hui, le DTP est obligatoire en France, mais il y a des ruptures organisées de stock sur les quadrivalents, sur les pentavalents, à chaque fois c'est une valence vaccinale, pour pousser sur l'hexavalent. Un hexavalent qui est en plus accouplé à du Prévenard avec des doses, notamment d'aluminium neurotoxiques, prouvées, alors que les institutions vous disent le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, on refuse d'auditionner des experts, notamment 2 experts français qui travaillent sur l'aluminium depuis une vingtaine d'années. On refuse de les entendre dans les salles de l'aluminium, là aussi, il faut peut-être préciser, c'est un adjuvant qui est contenu par les vaccins. Oui, et d'après le président du comité technique... De façon relativement récente, ça fait quoi, 20 ans des vaccins, M. Fleuret, qui vous dit qu'un vaccin sans aluminium est un vaccin inefficace. Et là, je l'ai rencontré récemment, et là, je suis Donc ça veut dire que les vaccins qui ne contenaient pas d'aluminium avant n'étaient pas efficaces, selon lui. Mais justement, le DTP pendant 47 ans, c'est la question que j'ai posée. Il n'y avait pas d'aluminium, ça veut dire qu'on a vacciné avec des vaccins inefficaces pendant 47 ans. Alors là, justement, ça Mais savez-vous ce qu'il a répondu? Qu'il y avait tellement de cochonneries dedans que ça servait d'excipient. Très bien. Puisque l'aluminium sert à augmenter. Ah non, mais l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est justement ce qu'on dit très souvent, c'est que la vaccination obligatoire, ou du moins de masse, telle qu'elle a été pratiquée, a permis de faire baisser le taux de mortalité des maladies concernées. Là, on peut se poser la question, puisqu'il considère que le vaccin qui ne contenait pas d'aluminium n'était pas efficace. Pour autant, on considère que les maladies ont commencé, enfin le taux de mortalité des maladies ont baissé bien avant l'apparition de l'aluminium. Écoutez, pour les auditeurs qui peuvent retrouver sur Internet toutes les courbes, notamment aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, en Australie. On en a quelques-unes en France, notamment concernant le tétanos, et on s'aperçoit que toutes les maladies contagieuses, sauf le tétanos qui n'est pas contagieux, mais ont décliné avec l'amélioration des conditions de vie, avec l'assainissement des eaux, avec l'hygiène, etc. L'eau potable. Alors ça, est-ce qu'on dispose d'analyses qui permettent véritablement de savoir ce qui dépend des conditions de l'hygiène de vie et du vaccin? Mais ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est est-ce qu'elles existent? Oui, on peut vous les montrer. Mais des courbes, les courbes, elles existent, mais en fait, toutes les maladies depuis le début du XXe siècle, toutes les maladies, même la diphtérie, le tétanos, enfin toutes les maladies, lorsque les vaccins ont été introduits, eh bien, on était quasiment déjà en bas de la courbe. On a même fait repartir des maladies comme la polio avec ce maudit sabin oral vivant, et on a fait repartir des polios. On a foutu des polios à tout le monde avec ce vaccin qui a disparu en catimini au milieu des années 90, sans que personne ne soit au courant. Reprendre aussi quelque chose de fondamental, de très simple. Comment s'attrape la diphtérie, comment s'attrape le tétanos et comment s'attrape la polio? Est-ce que ce sont 3 maladies qui se transmettent d'humain à humain, par exemple? La polio, c'est une contamination orofécale. Donc il est clair aujourd'hui, on repart de poliomyélite en Syrie par exemple, parce que les bombardements et tout font qu'on n'a plus accès à l'eau potable, et donc les contaminations font que... C'est fait par les eaux usées alors? Mais absolument. Oui, ça. Et en fait on s'aperçoit plutôt que de distribuer des vaccins en Afrique qui provoquent des morts, etc. Enfin il faut voir en Afrique, ça va être ma prochaine mission, c'est d'aller voir toutes les ambassades, parce qu'aujourd'hui en Afrique il y a de gros problèmes avec les vaccins. On vaccine à outrance, alors qu'en fait, leur principal problème, il y a 3,5 millions de morts dus à des suites de la pollution des eaux alimentaires, parce qu'elles sont polluées. Et dans ces 3,5 millions de morts, il y a 2,2 millions de nourrissons. Voilà
une action à mener dans les pays du tiers-monde, c'est l'accès à l'eau potable, la canalisation des eaux usées, etc. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit, par rapport aux années 50 même, en France, il n'y avait pas d'égout, on allait encore au puits, etc. Il y avait quelques cas de poliomyélite, et qui ont complètement disparu aujourd'hui. Hein. Et il y a 3 sérotypes dans le vaccin, le 2 a totalement disparu, mais on continue à piquer quand même, avec le sérotype 2. Alors, on va revenir à cet argument de la protection de la population, parce que moi, je vois quand même, même si c'est pas mon rôle, je vois deux arguments quand même à évoquer qui me semblent poser un problème. C'est que si l'on considère qu'il faut vacciner la population pour la protéger dans son ensemble, au-delà du fait qu'effectivement, le code de Nuremberg, normalement, se pose à ça déjà. L'intérêt personnel sur l'intérêt collectif. Y a quand mais même, en plus, c'est pas vrai. Bon, alors la question, c'est que dans ce cas-là, dans le même temps, si on oblige la vaccination pour protéger une population, comment explique-t-on que la vaccination n'est pas obligatoire à la même mesure dans tous les pays de l'Union européenne dont les populations circulent librement grâce à Schengen? Et par ailleurs, dans le cas d'une épidémie telle qu'Ebola, pour quelles raisons les vols n'ont pas été suspendus entre le continent africain et le continent européen? C'est 2 questions qui peuvent librement se poser. Si vous voulez, je crois que les autorités aujourd'hui, les pouvoirs publics, ils sont pris entre 2 feux. D'abord, ils ne veulent pas renoncer au sacro-saint principe de la couverture vaccinale, avec une thèse très simpliste qui consiste à dire vous avez le droit de vous mettre en danger, liberté de soins, mais vous n'avez pas le droit de mettre en danger votre entourage et la collectivité. Si vous ne vous vaccinez pas et si vous ne vaccinez pas vos enfants, c'est votre problème, mais vous allez mettre en danger les enfants qui sont dans la cour de récréation, etc. Ça, c'est la thèse officielle. Mais cet argument collectiviste, encore une fois, ne tient pas quand cette thèse officielle-là, elle est combattue par la mondialisation, le brassage des populations, l'arrivée de migrants qui n'ont jamais été vaccinés, etc., etc. Mais malgré tout, on se cramponne à cette thèse-là. Et cette thèse-là, on n'est pas prêt, effectivement, de l'abandonner. On ne l'abandonnera d'ailleurs jamais, parce que si on abandonne cela, ça veut dire que tout le système s'écroule. Et le système pyramidal s'écroule, il n'est pas franco-français, le système pyramidal s'écroule. Le système de vaccination. Il faut comprendre que le système aujourd'hui de vaccination, il est mondialisé et il est télécommandé à partir des États-Unis. Et pour une raison fiscale. C'est grave ce que je dis là, c'est une raison fiscale. Il se trouve que le génial Bill Gates a eu l'idée de trouver qu'en créant des fondations et en faisant des deals avec les plus grands laboratoires du monde, il organisait des campagnes massives de vaccination dans les pays du tiers-monde, tout en faisant sa propre promotion et tout en donnant effectivement une espèce de virginité au vaccin. Ce qui fait que les labos engrangent des milliards. Oui, une vocation humanitaire, grâce tout simplement. aux ventes de Bill Gates. Oui. Bill Gates défiscalise à outrance et paie 2 fois moins d'impôts. Et on colle à des milliards de gosses, au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, que sais-je encore, des vaccins outrance. Imaginez un instant que des pays comme la France disent, attendez, le vaccin, tout ça c'est un peu de la foutaise, on est désolé, on va reculer. Et ça va être une révolution. C'est comme pour votre premier sujet sur le glyphosate. On se dit, mais peut-être qu'ils vont suspendre, peut-être qu'ils ne vont pas le suspendre. Mais allez, c'est de la foutaise. On ne le suspendra jamais. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la semence de Monsanto. Sans glyphosate, il n'y a pas de semence de Monsanto. Et que 2 Bayer, sociétés allemandes, viennent de faire une OPA sur Monsanto à 62 milliards. Donc Monsanto va devenir allemand. Monsanto va devenir allemand. Comment voulez-vous que dans un pays de la communauté européenne, on vienne à la Commission pour demander la suspension de ce que les Allemands ont acheté 62 milliards. Avec les relations de Merkel c'est totalement impossible. Donc le glyphosate, c'est encore pour des générations et des générations. À moins que les peuples se soulèvent, maître. Alors on va revenir quand même à notre sujet, au vaccin. Précisément, en une phrase pour chacun, le tétanos n'est pas contagieux, hein ? Merci donc, Nicole, je vois votre esprit synthétique. Non, mais il faut être simple, pas contagieux. Si on se blesse au cheval ou avec son rosier, ben on nettoie l'eau de Javel. Et sinon, on se fait soigner. Il y a un sérum antitétanique que la France a encore dans ses hôpitaux. Bon. Premier pour point. La diphtérie, pareil. Pour la diphtérie, pareil. De toute façon, on en voit quoi 10 par an et il y en a 2 qui sont à risque. De toute façon, 1, il y a les antibiotiques pour la bactérie. Et 2, l'anatoxine. Par contre, effectivement, de quoi on meurt des toxines. Hein. Et donc, il faut qu'on ait encore de l'anatoxine dans les hôpitaux et dans les laboratoires. Précisément, qu'est-ce que c'est l'anatoxine ? C'est la toxine qui est inactivée par du formol et de la chaleur.
En gros, c'est l'anticorps, enfin, je ne sais pas, Oui, c'est on va pas le dire l'antidote, sous cette forme, entre enfin guillemets, l'antidote, c'est bien. Et le grand cinéma qu'il y a eu il y a quelques mois là, pour un cas de diphtérie en Espagne, on a découvert à cette période-là que les Espagnols n'avaient pas d'anatoxine et il a fallu que... Elle est arrivée de Russie. Elle est arrivée finalement de Russie. Après 10 jours. Après quelques jours, voilà, c'est ça. Et voilà, alors on a déjà fait diphtérie, Tétanos et donc la polio. Donc la polio, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors la polio, oui, il faut quand même, il faut vraiment craindre beaucoup la polio quand même, parce que ce vaccin, parce que le vaccin oral, mais il a été quand même supprimé. Enfin, non, il est toujours pratiqué dans certains pays. Dans certains pays, mais en France, il avait été supprimé, puisque moi, du temps où je vaccinais encore, en catimini, brutalement, on a dit qu'il ne faut plus faire l'oral. Nous, pharmaciens, on n'a pas support. Et pourquoi ? Parce que, effectivement, les seuls poliomyélites qu'on rencontre maintenant à nouveau sont essentiellement des poliomyélites vaccinales, c'est-à-dire quand on analyse, oui, dû au vaccin, absolument. Et des décès. Il y a une place dû au vaccin poliomyélitique. Il y a une plaque dans un jardin de Vérone d'enfants qui sont décédés du vaccin oral polio. Et dont 3 frères d'ailleurs, dont un est en fauteuil et roulette avec un respirateur artificiel. Et ces 2 frères sont décédés des suites du vaccin. Donc il faut être simple. Le DT polio, tant qu'il est obligatoire, moi je dis aux gens, faites-le. Par contre, il faut qu'ils aient du DT polio sans aluminium, évidemment, comme avant, pendant tous les 40 mois. J'ai été pédiatre pendant 50 ans et j'ai vacciné les enfants, enfin, sauf les cancéreux, parce que je trouve que les cancéreux, c'était quand même c'est aberrant les cancéreux. Oui, maintenant, il faut vacciner des personnes en bonne santé. En bonne santé qui ont une défense immunitaire. C'est aussi pour ça que vacciner des prématurés, des femmes enceintes ou des tout jeunes nourrissons, c'est de la folie, et que multiplier le nombre de vaccins, c'est quand même très très grave. On est passé de 5 à 30. Autant les vaccins, écoutez, on n'était pas une population à risque, puisque nous, on dit bien que les baby boomers là, de ma génération, on est tous là, alors on encombre tout le monde parce qu'on a vécu bien et longtemps. Donc on n'avait pas besoin d'avoir 27 valences de vaccins à 6 mois. Donc cette multiplication, il y a quand même Et on ne vaccinait pas si tôt. Un article tout à fait intéressant aux USA, enfin je peux trouver la référence pour vous la donner et la mettre, qui montre bien qu'aux USA, on vaccine tellement tôt et par tellement de vaccins les tout petits nourrissons que la mortalité infantile à 1 an est supérieure chez la population vaccinée que chez ceux qui ne le sont pas. À 1 an. Je n'ai pas trouvé le même article pour plus vieux. Mais c'est vraiment le risque des tout petits. Ils n'ont pas. Et alors, un conseil, si je peux encore prendre 30 secondes la parole, c'est que les mamans devraient évidemment allaiter leur bébé le plus longtemps possible pendant 6 mois. Alors il paraît qu'on ne vaccine plus, qu'on n'allaite plus les enfants maintenant. Il faut absolument, si on veut vraiment donner un conseil utile, c'est de demander aux mamans d'allaiter leurs petits, y compris quand elles reprennent le boulot, elles peuvent faire une tétée le matin, une tétée le soir, quelques mois, au moins 6 mois. Quoi. On parle de maman, mais on a vu dans certains cas qu'on vaccinait les femmes enceintes. Alors, justement, et c'était pour reprendre le propos de Maître Ludo, vraiment aberrant. Pour parler de cette couverture à 95%, qui sort de où ? Parce qu'on n'a aucune étude là-dessus. Eh bien, en Californie, en 2010, malgré un taux de couverture de 95%, eh bien, il y a des flambées de coqueluche, parce qu'on parle beaucoup de la coqueluche aujourd'hui. Et depuis 60 ans, il n'y a jamais eu une telle flambée d'épidémie. 2010, 9000 cas, dont 10 nourrissons qui en sont décédés. Et en fait, après analyse, on s'aperçoit que 81% des gens qui ont contacté la coqueluche étaient normalement vaccinés, que 11% n'avaient pas fait la série de 6, jusqu'à l'âge de 12 ans, et puis seulement 8% n'étaient pas vaccinés. Et on est passé aux États-Unis de 2000 en 1973 à 11 000 cas en 2000, au début des années 2000, et là en 2012 on est passé à 21 000 cas. Donc il y a 3 possibilités. Et ça c'est la version du professeur Chéry de UCLA aux États-Unis, c'est que le vaccin, et il l'a publié dans le New Journal England Journal of Medicine, absolument, que le vaccin, l'efficacité du vaccin s'estompait après 3 ans de l'injection. Bon, ça c'était une première version. Une deuxième version d'un médecin allemand qui s'appelle Moy et d'un médecin du CDC américain qui disait qu'il y avait que la bactérie était devenue plus résistante. Et en fait, la troisième version qui vient de l'Institut Pasteur de Nicole Guizard, qui disait qu'en fait, dans 20% des cas, on ne rencontrait plus le bacille du vaccin, le Bordetella pertussis, mais
un autre type qui s'appelle l'omnésie. Alors bien sûr, si on vaccine avec et on continue à vacciner avec ce vaccin. Alors qu'en fait, la maladie qui attrape les gens, c'est une autre. Absolument. Et donc, au Brésil, même chose, 96% de couverture, et on est passé en une dizaine d'années de 7 cas par million d'habitants à 33 cas par million d'habitants. Bilan, les autorités brésiliennes ont décidé en novembre 2014 de vacciner les femmes enceintes. Donc, on ne vaccine pas les animaux gestants, et on va vacciner des femmes enceintes. Et puis après, on dit, on constate, parce que là, moi j'ai mené des enquêtes, j'ai des correspondants journalistes là-bas, on constate des microcéphalies et un moustique qui passe par là, alors que le bassin méditerranéen en est plein. Donc il y a plein de questions, qui se posent. Sinon, ça serait une autre émission. Les questions se posent, il faut trouver des réponses. Les médecins, 31% des médecins aujourd'hui, doutent de la sécurité des vaccins, c'est pas rien, un tiers de la profession médicale. Alors justement, on va parler d'un autre médecin qui doute de la sécurité autour des vaccins, du professeur Henri Joyeux, que tout le monde connaît désormais, puisqu'il a lancé une pétition qui a réuni plus d'1 million de signatures. 1 26 000 signatures. Voilà, exactement. donc plus d'1 million de signatures pour réclamer non pas l'arrêt de l'obligation des vaccins, bien au contraire, simplement pour qu'il y ait, de disponible le vaccin simple trivalent, DTP. Pour qu'on ne traîne pas devant les tribunaux des parents qui n'ont pas vacciné, alors que le DT polio sans aluminium n'était pas disponible, et n'est toujours pas disponible à ma connaissance. Non, alors justement, c'est hallucinant. Il y a une obligation du DTP, il n'y a pas de DTP. Non, mais justement, on va voir parce que Marisol Touraine nous a dit il y a quelque temps qu'il suffisait d'attendre 48 heures et de commander ce vaccin pour l'obtenir. Le professeur Joyeux nous répond, on regarde tout de suite. Marisol Touraine vient de dire il y a quelques jours, quelques semaines, qu'il était tout à fait aujourd'hui possible de trouver le vaccin simple trivalent. Qu'est-ce que vous lui répondez ? On est parfaitement au courant qu'elle est incompétente sur ce domaine. C'est pas la première fois qu'elle dit des bêtises, parce que nous avons vérifié. Elle a dit en 48 heures, en 3 jours, on peut trouver le vaccin sous la forme d'un kit qui s'appelle DT-Vax d'une part et l'autre contre la polio. Bon, alors ce qu'elle ne sait pas certainement, c'est que dans l'un, vous avez de l'aluminium et vous avez en même temps du thiomersal qui est un dérivé du mercure qui s'appelle l'éthylmercure qui est interdit aux États-Unis. Bon, et en plus, il y a une rupture de stock depuis janvier 2015. Voilà. Et elle vous dit, vous trouvez ça en pharmacie demain matin. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle a compris qu'il y avait une pénurie. Elle a probablement compris, mais elle n'a pas osé le dire, que cette pénurie est liée à un calcul sordide des laboratoires fabricants qui tout simplement ont créé un vaccin hexavalent contre 6 maladies, diphtérie, tétanos, polio. Ensuite, vous avez la coqueluche, vous avez l'hémophilus influenzae B contre une forme de méningite, et puis vous avez l'hépatite B. Et on veut vacciner le gosse à 2 mois. Et surtout pas expliquer aux mamans que le système immunitaire d'un enfant, il n'est terminé que 1000 jours après sa conception. Le point aujourd'hui essentiel, et la ministre ne l'a pas vu, c'est que les vaccins, il faut peut-être les proposer aux réfugiés qui sont en train d'arriver en France et qui ne sont pas en bon état de santé parce qu'ils vivent dans des pays en guerre où il n'y a pas de l'hygiène, où ils amènent peut-être des maladies qu'ils vont amener en France. Donc c'est eux qu'il faut vacciner. Quand moi, on me propose le vaccin contre la grippe, écoutez, je suis en très bonne santé, si je fais une grippe, je ne vais pas en mourir. Par contre, sur 10 millions de personnes auxquelles on propose 536 millions d'euros, un demi-milliard pour vacciner 10 millions de personnes, il y en a peut-être 2 millions qu'il faut vacciner. Les autres, laissez-les tranquilles et utilisez cet argent pour ceux qui en ont vraiment besoin. Alors, quel commentaire sur le professeur Joyeux, Serge Rader ? Ben oui, il a parfaitement raison. Alors, une nuance, il y avait le DT-Vax au départ, qui est tombé en rupture de stock. Maintenant, c'est un DT tout court qui nous vient du Canada, sous licence. Et là-bas, on le fait à partir de 7 ans. Et il est bourré d'aluminium, phosphate d'aluminium, 1,5 mg. Bon, la question du coup, c'est Marisol Touraine a-t-elle menti ? Est-ce qu'on peut trouver ce vaccin oui, on peut le trouver. Moi, j'ai plusieurs cas là, on m'a fait signe, 6 mois pour le faire arriver. Et avec de l'aluminium ou sans aluminium ? Mais non, le Canadien, il y a 1,5 mg de phosphate d'aluminium dedans. Donc on ne peut pas trouver. Donc on ne peut pas trouver le produit. Donc soyons simples, on ne peut pas trouver le DT polio sans. Il est sur commande. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être, Maître Ludo ? Je veux ajouter que trouver les vaccins obligatoires sans adjuvant, c'est mission impossible.
Bon, c'est clair, c'est net, c'est simple. mission impossible. Bon. Sauf pour quelques privilégiés voilà, dans les ministères, parce que ça s'est vu. Maintenant, le professeur Joyeux a payé de sa personne de dire la vérité. On est dans un système soviétisé. Ça veut dire que ceux qui disent la vérité ne sont pas déportés dans les mines de sel, mais c'est tout comme, puisqu'ils sont radiés. Alors le professeur Joyeux n'est pas radié, mais il a plusieurs plaintes à l'ordre. Le professeur Joyeux, aujourd'hui, il est en délicatesse avec l'ordre des médecins, avec ses confrères. Il est montré du doigt. Il est mis sur la touche. Et on a programmé sa disparition corps et biens. Parce qu'effectivement, il dit la vérité. C'est-à-dire que la liberté d'expression chez les médecins est aujourd'hui totalement anéantie dès l'instant qu'on est contre le discours officiel. C'est ça qui est grave. C'est clair. Absolument. On est en plein totalitarisme. Absolument. De la pensée, pas seulement qu'en médecine, mais en tout cas pour ce qui nous concerne en médecine, effectivement, on n'a pas le droit de penser. Moi, je crois que je peux dire quand même que je suis poursuivie devant le Conseil de l'Ordre pour avoir envoyé un mail à un médecin de l'hôpital Trousseau qui avait pris en charge un patient, un petit patient viré de Garches à la fermeture, que je suivais avant. Le papa me dit je comprends pas très bien ce que me propose le médecin, il me propose 3 hypothèses, il faut que je choisisse. Parce que vous voulez pas envoyer, l'appeler. Bon, évidemment j'ai appelé, je peux pas les avoir au téléphone, donc j'ai envoyé un mail extrêmement poli, gentil, en disant voilà, il me demande. Eh bien, figurez-vous que je suis poursuivie j'ai déjà un blâme, je crois, pour ça. Enfin, Donc c'est quoi, c'est votre pratique illégale de la médecine, c'est antidéontologique d'avoir posé, d'avoir interféré dans la relation de ce nouveau médecin avec le parent. Ça allait l'empêcher de prendre confiance dans ce nouveau médecin. Mais le but est évidemment que je renonce à m'installer, par exemple, et à refaire de la pratique médicale. Je pense que c'est ça le but, parce que bon, sinon, un blâme du Conseil de l'Ordre. En Angleterre, on a aussi radié de l'Ordre des médecins Andrew Wakefield, qui a dû émigrer aux États-Unis alors qu'il avait tiré des conclusions incroyables sur le vaccin ROR, le trivalent rougeole, oreillon et rubéole, et alors qu'il était soutenu par 2 autres professeurs qui, eux, n'ont pas été condamnés, le professeur Smith et le professeur Murch, et il est parti aux États-Unis et on apprend récemment qu'au CDC, on a fait disparaître les résultats. CDC, c'est normalement l'organisme, je crois, américain de surveillance, pharmacovigilance. Et en fait, on a fait disparaître les conclusions où on arrivait à des taux d'autisme, notamment chez les petits-enfants afro-américains, colossaux, dus au MMR, enfin le ROR en France, le MMR aux États-Unis. Dû au vaccin contre la rougeole. Dû au vaccin Alors de la justement, rougeole. à ce sujet, il y a quelque chose qui est passé très rapidement dans les médias. Robert De Niro, alors on va pas faire du people, mais Robert De Niro avait vanté la qualité d'un documentaire qui s'appelle Vaxed, justement aux États-Unis, lors du festival du film à Tribeca. Et alors, il s'est pris une volée de bois vert absolument incroyable. On va voir les images rapidement en post-production de ce documentaire. Mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'on ne peut pas parler de ce sujet la pensée unique, elle est pour tout le monde, en particulier en médecine. Le député de Floride, Bill Posey, a fait une intervention de 5 minutes devant le Congrès américain, allant dans ce sens, et on continue à vacciner sans se poser de questions. Alors, on veut pas, on vaccine à l'aveuglette. Il y a des milliers d'enfants qui en subissent les conséquences en effets secondaires et tout, et ça va jusqu'au décès, et on ne veut pas faire les enquêtes nécessaires et répondre aux questions que se pose la population. Justement, quels effets secondaires pour quel vaccin et quelles sont les dimensions médicales, tout simplement, pour faire l'association? On nous donne une émission de 50 minutes pour tous les effets secondaires. Mais bon, là, il y a l'énormité de la charge vaccinale qui est injectée au nourrisson pendant sa première année de vie, qui est totalement aberrant. Trop de vaccins en même temps. Deuxièmement, il y a le problème de l'aluminium qui est posé, mais pas seulement. Moi, je travaille avec une équipe italienne qui a analysé 29 vaccins à ce jour, dont 28 pour les humains, et ils sont tous contaminés de nanoparticules métalliques. Maître Ludo va probablement nous parler des affaires dont il défend les parties civiles actuellement avec le Méningitech. Donc, des questions sont posées, les laboratoires ferment le rideau, puisqu'à partir du moment où ils ont l'autorisation sur le marché,
On ne revient jamais dessus s'il y a des effets secondaires. C'est le cas du Gardasil. L'État de l'Utah aux États-Unis actuellement a levé la recommandation du vaccin Gardasil. Suite au Japon, les autorités en ont fait et on continue à vacciner avec le Gardasil. Juste une question, et on en donne même aux garçons maintenant. Juste une question bête, le Gardasil, comme tous ces autres vaccins, mais prenons le Gardasil en exemple, c'est comme je l'imagine pour les autres médicaments, testé en amont avant de les injecter à la population. Écoutez, si vous voulez voir les tests, il faut que vous preniez attache avec le dossier d'autorisation de mise sur le marché. Le dossier d'autorisation de mise sur le marché, c'est un dossier qui est excessivement complexe et qui, en réalité, n'est jamais examiné complètement par les autorités sanitaires. C'est-à-dire qu'on se repose sur les essais qui ont été faits par les laboratoires. Et il n'y a pas de vérifications qui sont faites ni en aval, ni en amont. Donc finalement, les laboratoires font leurs propres essais. Si vous voulez, sur les essais, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est ça le problème. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de contre-vérification ou il n'y a pas de contre-expertise. C'est-à-dire qu'on prend pour argent comptant, effectivement, ce qui est affirmé par le laboratoire. L'exemple du méningitech, en quelques secondes. L'exemple du méningitech, c'est de dire l'AMM était parfait. Il n'y a pas eu, effectivement, de problème lorsque nous avons fait les vérifications. Et lorsque j'interroge la NSM, l'autorité, le gendarme du médicament, la NSM dit on a vérifié, tout est bien. Et je dis donnez-moi les vérifications. Mais ce sont les vérifications du laboratoire. Et je n'ai pas de raison de les remettre en cause. Voilà ce qu'on C'est secret des affaires, en plus, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit et à d'avoir cela accès. s'ajoute le problème des conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient entre les laboratoires et les autorités sanitaires. On fait carrière d'abord dans les autorités sanitaires, on est débauché par les laboratoires, on revient dans les autorités sanitaires, on se crée un carnet d'adresses, on se crée un réseau d'intervention et d'amitié, ce qui fait que tous ces gens-là se connaissent. Je suis allé à une expertise pour un gosse qui est tombé raide, mort, dans un centre commercial à 3 ans, qui a dit « Maman, il venait d'être bourré de vaccins. » Il s'est écroulé comme ça net. J'avais contre moi tous les laboratoires. Eh bien, effectivement, tous ces laboratoires disent « Là, mais attendez, nous, on n'a rien à voir avec cette histoire. On a des AMM qui sont absolument parfaites. » Voilà le discours des laboratoires. Enfin, et parfait. ces gens-là, aux expertises, se connaissaient tous. Ils se sont salués, ils se tutoient, ils s'appellent par leur prénom. On va peut-être en profiter justement pour, vu qu'on vient d'évoquer le méningitech, pour regarder la vidéo de ces victimes et de ces parents de victimes qui sont finalement laissés et livrés à elles-mêmes. On va regarder ça tout de suite. Je m'appelle Coralie. Ma fille a été vaccinée il y a presque 2 ans par un des vaccins méningitech. Depuis, elle présente des effets indésirables quotidiens. Aujourd'hui, mon enfant de 2 ans souffre assez souvent de douleurs dans tout le corps, de montées de température qui sont inexpliquées, donc à 42, 41, 42. Il souffre aussi de douleurs articulaires, voilà, plein de problèmes, d'hyperactivité, il dort pas la nuit, la journée il est hyperactif. On se demande quel avenir nos enfants vont avoir. Est-ce qu'ils vont un jour développer une maladie? Ou est-ce que les effets indésirables vont stopper? Je suis la maman d'une petite Bluenne née en 2010, décédée en 2014. Elle était vaccinée avec le méningitech et elle est décédée de la méningite C. Nous sommes des centaines de familles au jour d'aujourd'hui en procédure. Nous avons le droit de connaître la vérité sur ce vaccin. Aujourd'hui, le ministère de la Santé nous dit qu'il n'y a aucun problème. J'aimerais avoir des réponses, j'aimerais pouvoir consulter le ministère de la Santé afin d'obtenir des réponses par rapport aux examens qu'ils ont faits. Nous demandons à Madame Marisol Touraine d'ouvrir une cellule de crise afin de nous aider à obtenir la vérité pour nos enfants. Alors Maître Ludo, vous allez peut-être revenir sur un cas tout particulier de la vidéo que nous avons vue, puisque vous le connaissez très bien. Bien oui, le cas de cette petite fille qui est décédée, Bleuet, c'est ça? Bleuhen, est dramatique puisqu'elle a été vaccinée avec la couverture vaccinale maximum, car les pédiatres maintenant se vaccinent à tour de bras, il faut le savoir. Donc on lui colle le vaccin contre la méningite et curieusement, elle attrape une méningite. Elle est très gravement malade et la procédure obligatoire, c'est que lorsqu'il y a un cas de méningite dans une famille, on doit vacciner obligatoirement tout l'entourage pour éviter effectivement une récidive. Donc on a revacciné cette petite fille. Mais comme on avait un doute sur le premier vaccin du premier laboratoire, on s'est dit, le méningitech, on va peut-être pas lui en recoller, on va aller chercher un autre labo. Donc on est allé chercher un autre labo avec un autre vaccin qui s'appelle le Nesvac. On lui a injecté Nesvac et elle est décédée.
Et le procès est en cours, où j'ai mis en cause tous les laboratoires impliqués dans cette affaire. Ce Nesvac, il faut préciser, il y a 4 fois plus d'aluminium dedans par rapport au Ménagitech. Au Ménagitech. Donc vous attaquez les laboratoires pharmaceutiques. J'attaque les laboratoires, mais moi je veux dire qu'il faut aussi dire aux médecins et aux pédiatres que ce ne sont pas effectivement des machines à seringues et des machines à vacciner, et qu'ils ont une responsabilité. Absolument. Et que maintenant, moi je vais attaquer systématiquement en plus les pédiatres, parce que ça commence à bien faire. Oui, mais on ne réfléchit pas, on dit bah oui mais c'est marqué dans le carnet de santé, il faut que je le fasse, alors je le fais. Il y a le devoir de conseil, même si effectivement ils prennent des risques. Je pense qu'effectivement, ils ont un cerveau, ils peuvent se permettre de réfléchir, ils lisent la presse et ils doivent aujourd'hui prendre du recul par rapport à cette obligation. Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire justement sur la responsabilisation des praticiens de santé et pas uniquement des laboratoires. Et on va justement dans ce cadre écouter Sophie Meulemans, qui est une jeune Belge qui, elle, a eu le vaccin contre l'hépatite B, me semble-t-il. Elle va nous raconter son histoire. Tout de suite, on l'écoute. J'ai 32 ans et en fait j'avais toujours été en très bonne santé. J'ai été vaccinée adolescente entre 96 et 97 contre l'hépatite B avec le vaccin Agerix-B par un pédiatre qui nous a présenté le vaccin comme tout à fait non discutable, et ma mère a fait confiance évidemment à ce médecin. Dans les jours qui ont suivi la première dose, j'ai commencé à avoir des symptômes bizarres au niveau de la thyroïde dont je me suis plaint au médecin. Mais il n'a pas commenté. Il m'a administré dans les mois qui ont suivi 2 autres doses. Il a fallu quand même plusieurs années pour que les problèmes s'aggravent avec des dysfonctionnements hormonaux, des problèmes du foie, à la vésicule également. Donc tous ces effets en domino ont fait que j'ai dû arrêter mes études. J'ai consulté des dizaines et des dizaines de médecins qui évidemment étaient dans une omerta totale, qui n'ont jamais fait le lien avec la vaccination. Ça a toujours posé un énorme malaise dès que ce sujet était abordé, donc c'était vraiment le déni total. Je pensais initialement que le problème était uniquement dû au vaccin hépatite B, et en 2003, j'ai eu un rappel tétanos-diphtérie après m'être blessée avec un clou rouillé. Ça a commencé à me donner des problèmes très rapides au niveau du nerf du bras, des problèmes musculaires, la fatigue. J'ai développé une arthrite au genou qui m'a valu une opération chirurgicale tout à fait inutile et lourde de conséquences. Et suite à ça, j'ai vraiment commencé à comprendre qu'il y avait un problème plus large avec tous les vaccins, et j'ai fait des recherches personnelles pour essayer justement d'améliorer ma santé, puisque sans remonter aux causes, c'est impossible de vraiment s'améliorer en masquant uniquement les symptômes. Et c'est là qu'après plus d'une dizaine d'années de recherche, j'ai découvert vraiment des choses accablantes, notamment qu'après la vaccination de plus de la moitié de la population française, il n'y avait eu aucune réduction de la mortalité par hépatite B. Donc c'est une vaccination en plus qui n'a servi à rien. Que d'autre part, ce vaccin hépatite B est un vaccin transgénique fabriqué par génie génétique, et que depuis 1987, l'OMS, dans un rapport qu'elle a rédigé sur l'acceptabilité des substrats cellulaires, a indiqué qu'il y avait un risque de malignité qui était associé à ce type de vaccin. Alors j'ai également découvert que le vaccin Agerix-B a eu ses effets secondaires évalués sur seulement 4 jours dans les essais cliniques avant dossier pour approbation du vaccin et mise en marché. Dans des documents confidentiels qu'on a publiés sur le site d'Initiative Citoyenne, on s'est également rendu compte que les problèmes thyroïdiens étaient mentionnés en toutes lettres par le fabricant dans les effets secondaires. Alors, au niveau des problèmes hépatiques, il y a une étude de 2012 qui montre que, in vitro, le vaccin hépatite B est à même de provoquer la mort cellulaire des cellules du foie. Donc, il y a des liens tout à fait évidents. Pour ce qui est de la sclérose en plaques, il y a quand même 5 études scientifiques qui montrent qu'il y a un lien entre le vaccin et hépatite B et la sclérose en plaques. En 2008, le professeur Tardieu a été interdit de conférences de presse après avoir montré un surrisque de sclérose en plaques après ce vaccin, même chez les enfants. Ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que les autorités américaines ont déjà déboursé plus de 3 milliards de dollars en indemnisation des victimes du vaccin depuis 1986, alors quand même que 2/3 des plaintes sont rejetées d'emblée. La Cour suprême de ce pays a accordé une impunité totale au niveau juridique aux firmes pour leur éviter de faire faillite sous le poids des poursuites, donc je pense que c'est quand même très indicatif. Moi, je voudrais vraiment insister pour dire que le problème des effets secondaires, il est très complexe, il est très vaste, mais surtout, ce sont des dizaines de milliers de gens dans notre pays et même des millions dans le monde qui ont une vie complètement bouleversée au niveau professionnel, au niveau familial, parce qu'il y a des familles qui sont complètement détruites, avec parfois aussi des enfants qui reprochent à leurs parents d'avoir accepté des vaccins
qui ont complètement entamé leur santé. Donc ce sont des problèmes vraiment majeurs et la stratégie actuelle des officiels est uniquement de tout faire pour persuader les gens à tout prix de faire des vaccins avec des simplismes et en jouant sur l'émotion et la pure persuasion. Donc mon message, c'est vraiment un message d'espoir et de solidarité que j'adresse aux victimes en leur disant surtout déposer plainte et viser les médecins. Voilà, donc c'était Sophie Meulemans. On conseille peut-être la visite du site qui a été cofondé par Sophie Meulemans, justement, Initiative Citoyenne. Et on peut voir aussi en incrustation sur l'écran qu'il y a une petite cagnotte qu'ils ont ouverte sur Litchi pour réaliser un film pour donner la parole aux parents qui ont des enfants victimes de la vaccination. Alors, on va revenir sur les derniers termes de cet entretien réalisé avec Sophie Meulemans, Serge Rader, où elle explique qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, ne pas hésiter à attaquer les médecins et à leur pointer du doigt leur responsabilité. Quand on vaccine, il y a un CERFA, qui est le CERFA 150-31 Astérix 02, que tout parent candidat à la vaccination des enfants doivent marquer, parce que les médecins hésitent à marquer tous les effets secondaires. Et il y en a une tripotée. D'ailleurs, sur le livre que j'ai sorti au mois d'octobre, je donne les conseils à la fin. Et j'en ai oublié un, sur la réédition, ça réapparaîtra, c'est de ne jamais vacciner une femme enceinte. C'est de la folie. On ne vaccine pas les animaux, je le répète, mais c'est important, les animaux gestants, on ne doit pas, parce qu'il y a une tendance pour la coqueluche à aller vacciner les femmes, alors que c'est vrai que la coqueluche est dangereuse le premier trimestre de vie, mais c'est pour ça que vacciner à 2 mois, 4 mois pour avoir une immunité à partir du 5e mois, c'est inutile. On va pas ouvrir ce débat-là, Serge. Revenons sur la responsabilité des praticiens de santé. C'est vrai que pour les vaccins, ils sont sortis beaucoup trop vite, à des prix hallucinants aujourd'hui, parce que c'est un véritable business. Il faut voir les chiffres. Pour cette année, on est à 50 milliards de dollars. Ça a doublé en 5 ans. Et donc, les laboratoires ne sont pas responsables. La responsabilité, on revient aux autorités sanitaires, donc au ministre de premier chef. Quand vous dites que les laboratoires ne sont pas responsables, c'est la justice considère que les laboratoires ne sont pas responsables ? Non, les textes de responsabilité exonèrent les laboratoires de leur responsabilité. On n'a jamais vu. Aux États-Unis, depuis 86. Partout. Alors en Italie, maintenant, la jurisprudence fait le point sur la responsabilité pénale des médecins. Donc, et d'ailleurs, il y a 2 lois, une loi de 92 complétée par une loi de 2005 sur les dommages et intérêts. Donc la responsabilité des médecins est en cause, mais pour l'instant pas en France, puisque les pédiatres en France se réfugient derrière un calendrier vaccinal qui est émis par les autorités. Et on revient toujours sur le même problème. Lorsqu'on met en procédure, qu'on fait un procès, le principal responsable, c'est le ministre. Et puis comme le ministre à la mainmise sur la justice, parce que vous savez qu'en France, la justice n'est pas indépendante du pouvoir politique, ce qui n'est pas le cas en Italie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de procès qui aboutissent en Italie en moins de 10 ans, alors que là, l'hépatite B, à 18 ans, ça se termine par un non-lieu. C'est hallucinant. Et pour l'affaire du garde d'asile, même chose, 52 procédures, pas d'instruction, pas de nomination de juge, et on classe sans suite les affaires. On est dans un régime Maître Ludo, vous voulez peut-être nuancer ces propos ou apporter votre expertise ? Alors moi, je ne suis quand même pas si pessimiste que ça pour la France. Il y a des procès qui aboutissent contre les laboratoires. Grâce à Dieu, Ménagitech, je pense que c'est pas mal parti, mais je partage l'idée selon laquelle, effectivement, en Italie, les procureurs sont indépendants, ils ne le sont pas en France, ce qui fait que dans l'affaire Ménagitech, il y a des poursuites pénales, alors qu'en France, il n'y a pas de possibilité de poursuite pénale. C'est pour ça que tous les dossiers qui sont allés à l'instruction au pôle santé publique sont terminés à la poubelle, et que le pôle santé publique à Paris est une machine, une lessiveuse, à faire disparaître les dossiers. C'est véritablement scandaleux. Voilà, effectivement, on n'a pas une justice libre. La voie pénale pour les affaires de santé publique est une voie sans issue en France, alors qu'effectivement, c'est une possibilité sérieuse en Italie, c'est vrai. Nicole, je vais vous laisser conclure. Oui, je voudrais juste conclure sur une chose fondamentale, me semble-t-il, c'est que le médecin prescripteur garde une responsabilité médico-légale, quelles que soient ses prescriptions, tant en cancérologie, même s'il applique la recommandation de la réunion de concertation pluridisciplinaire, qu'en hépatologie, qu'en matière de vaccination. Donc dire mais ce sont les recommandations, c'est le carnet de santé, c'est ce que demande le ministère, n'exonère en rien notre responsabilité médico-légale, et je pense que c'est bien quelque part
mais qu'il faut que nos collègues le sachent, qu'ils sont à risque, y compris les pédiatres, et que c'est leur devoir d'informer le patient, le patient, le citoyen en l'occurrence qu'on va vacciner alors qu'il est bien portant, les parents des risques connus, déjà découverts de ces vaccins. Après, comme dirait notre ministre, on va conclure sur elle, le consentement éclairé du colloque singulier finira. Mais si les parents, quelques années ou quelques semaines après, parce qu'il y a un ennui, portent plainte contre le médecin, c'est malheureusement légitime. Et c'est, malheureusement et heureusement, quelque part, donc on fait 15 ans d'études, voire plus, etc. Donc c'est aussi normal qu'on ait notre responsabilité sauvegardée, mais du coup, il faut qu'on l'assume. On s'arrêtera là, Serge. Un dernier mot ? Un dernier mot, mais avec vous, on sait comment ça termine. Non, on est le seul pays, je voudrais le rappeler quand même, à obliger à vacciner. L'Italie, qui était notre alter ego. Ça, c'est pas tout à fait vrai, on l'a vu tout à l'heure. 10 régions sur 20 ont levé l'obligation vaccinale à ce jour. Oui, mais la Belgique, par exemple, impose certains vaccins. Mais elle est attaquée devant les tribunaux aussi, parce que ce n'est pas une loi, c'est un édit royal. Et il y a déjà des procédures, pour l'instant, qui ont été perdues par les parties civiles, mais ça ne saurait tarder. Donc nous sommes un des rares pays d'Europe occidentale à obliger à vacciner. Donc aujourd'hui, vraiment, entre la transparence, l'omerta et puis tous les problèmes d'effets collatéraux, parce que ça on n'en parle jamais, notre ministre nous a dit on va ouvrir le débat, mais sur la pharmacovigilance, pas un mot, il y a vraiment des questions à se poser et des réponses à apporter. Merci beaucoup à tous. En tout cas, merci Maître Ludo, merci Serge Rader et puis évidemment, merci Nicole. Merci. On se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup à tous pour votre attention et à très bientôt.